Dans ma dernière vidéo sur la difficulté dans les Souls, j'avais fait une intro assez longue et on a mis presque la moitié de la vidéo avant d'aborder le sujet. Donc cette fois on va faire simple. On va parler de la meilleure commu e-sport de tous les temps. Généralement quand on parle e-sport, c'est très compliqué de penser à autre chose qu'à League of Legends. Chose assez normale me direz-vous, quand on voit la prod et tout ce qu'il y a derrière. Ils ont la compétition e-sport avec le plus de visibilité. Et ça, c'est un fait. Chaque année, les Worlds battent de nouveaux records sur Twitch, chaque année de nouvelles légendes se créent, chaque année des milliers de joueurs rejoignent la faille de l'invocateur, dont la plupart partagent les mêmes rêves de gloire et de succès, rêves que seule une infime partie auront la chance de pouvoir effleurer. La popularité de League of Legends dans le monde de l'e-sport, c'est comme parler du foot dans le monde du sport traditionnel. L'année est ponctuée d'événements très populaires sur différentes disciplines, comme la NBA, Tour de France, Roland-Garros, etc. Tous ces événements sont aujourd'hui très accessibles. Et pour peu que tu veuilles les regarder, tu peux assez facilement trouver les matchs sur internet et chez ton diffuseur, et des gens avec qui en parler. Mais quand on parle de Coupe du Monde, il n'y a même pas besoin de préciser de quel sport on parle, tu peux passer ni à côté des scores des matchs, ni des supporters. Et pour League of Legends, c'est pareil. Et cet énorme succès, il n'y a pas 20 000 explications derrière, c'est Riot. C'est eux qui s'occupent d'organiser leurs propres compétitions, c'est eux qui organisent leurs propres circuits, c'est eux qui décident d'à peu près tout dans une scène qu'ils veulent voir grandir le plus possible. C'est pas une vidéo sur le succès de League of Legends, parce que soyons honnêtes, personne ne raconte mieux que Review, donc si vous voulez en savoir plus sur comment on en est arrivé là, je peux que vous conseiller sa vidéo sur l'histoire des Worlds qu'il a fait pour MGG. Pour que Riot fasse des Worlds la meilleure compétition League of Legends, ils ont dû se battre contre plusieurs organisateurs de tournois déjà implémentés depuis des années, et avec une image solide. Par contre, pour faire de leur jeu la référence en termes d'e-sport dans l'imaginaire collectif, là ils ont eu presque aucune résistance de la part de la plupart des éditeurs. Parce qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui pour certaines entreprises, la dernière chose dont ils ont envie, c'est qu'au premier contact avec le consommateur, leur jeu paraisse difficile et technique. Que les gens soient découragés avant même d'avoir essayé le jeu. Et je dois avouer qu'effectivement, avoir une scène e-sport développée, ça veut dire que la plupart des gens qui vont entendre parler de ton jeu et qui vont voir ton jeu pour la première fois, ce sera lors de gros événements avec la crème de la crème des joueurs. Et pour peu que ton jeu soit Smash Bros Melee, exemple complètement choisi au hasard, voire les Fun contre Armada en finale de l'Evo avec presque autant de wave dash que d'images par seconde, ça peut donner une image un peu différente de celle que Nintendo souhaite donner à son jeu. Mais avant de parler d'Evo, de Genesis ou d'autres gros tournois auxquels la communauté nous a habitués, on va remonter un peu dans le temps, parce que pour comprendre comment on en est arrivé là, il est important de savoir comment ça a commencé. Yeah, it's rewind time. Really ill-advised. Oh my, what is this? Notre histoire commence aux alentours de 2001, lorsqu'un mec dans son salon défonce tous ses potes sur Smash Bros Melee. Suite à sa série de victoires, il déclare fièrement être le meilleur joueur de la ville. Et qui peut lui en vouloir? Lui et ses amis passent leur journée à jouer à des jeux vidéo depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont dû passer des heures et des heures sur Smash, pour que l'un d'entre eux ressorte du lot. Probablement qu'il est bon au jeu, mais probablement aussi qu'il n'a pas joué contre toute la ville pour prouver ses dires. Mais dans le fond, c'est pas grave. Parce que juste le fait d'être plus fort que ses potes, ça suffit à donner envie à ses potes de continuer à jouer, à s'entraîner pour renverser la tendance. Pour que le week-end prochain, ce soit celui qui est perdu aujourd'hui qui puisse crier haut et fort « C'est moi le meilleur joueur de la ville ». Et probablement qu'à 10 pâtés de maison, une scène similaire est en train d'avoir lieu.
et qu'un autre joueur brandit sa manette devant ses amis, tout en clamant haut et fort être le meilleur. Et pour la grande majorité de ces jeunes joueurs en train de s'amuser sur Smash, battre leurs potes, c'est suffisant. Suffisant pour pouvoir dire je suis trop fort à ce jeu. Mais certains d'entre eux ont poussé la réflexion un peu plus loin. Certains ne voulaient pas simplement dire qu'ils étaient les meilleurs de la ville. Certains voulaient que la ville les regarde écraser tous les joueurs qui oseraient se présenter devant eux. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que ceux-là ont réussi à battre tous les joueurs de leur ville? Parce que la même réflexion qui les a poussés à se dire qu'il y avait probablement de bons joueurs dans le quartier d'en face, leur fait dire qu'il y a aussi, en toute vraisemblance, de bons joueurs dans la ville d'à côté. Et puis si on est sur la côte est, peut-être qu'ils jouent aussi à Smash sur la côte ouest. Et si j'arrive à les battre, je peux être le meilleur joueur du pays. Et dans un pays comme les États-Unis, ça reviendrait à être l'un des meilleurs joueurs du monde. Si ce n'est le meilleur joueur du monde. What did he say? Et on n'a pas le temps de cligner des yeux que des voitures démarrent des quatre coins du pays pour se rendre chez un certain Matt. Matt Dizzy. Holy shit! It's a scramble, baby! A big one! Le Tournament Go venait de naître. La première édition d'une série de tournois venait de voir le jour. Des tournois qui vont devenir de véritables incontournables durant les premières années de Melee, ce qu'on appelle aujourd'hui des majeurs. Après, majeur, ça reste un bien grand mot. C'était Matt Dizzy qui avait installé des setups un peu partout dans sa maison et avait invité tous les smashers reconnus dans leur région pour enfin répondre à la question: qui est le meilleur joueur des États-Unis? Tournament Go was one of the very first tournament series. It was really the first kind of national tournament series we ever had in our community. It was Matt Dizzy who would just throw tournaments in his house, and it'd be some setups on the middle floor, some setups on the bottom floor, and everyone would sleep there. Like, this guy would just house anyone that would fly in from anywhere or drive in from anywhere. He would give you a place to stay. They'd set up tents outside in his backyard, and it was like, I don't know, like Woodstock of gaming or something, where like all these people would show up and he'd be super friendly and open his house to them and house them for a weekend just to throw Smash tournaments. À cette époque, l'e-sport n'existe pas. Personne n'ose ne serait-ce qu'imaginer gagner sa vie en jouant des jeux vidéo. Il n'y avait pas de structure, pas de sponsor, pas de viewer et encore moins sur Smash. La seule motivation de ceux qui étaient ce jour-là sur la route, c'était de pouvoir enfin faire fermer sa gueule à celui qui, depuis 6 mois, dit qu'il est le meilleur sur tous les forums dédiés à Smash. Ce tournoi, bien que très archaïque dans sa forme, pose les premières briques de l'e-sport Smash. C'est l'esprit combatif de toute une communauté qui ne désire qu'une chose, qu'on la laisse jouer à Smash. Pendant tout un week-end, des smashers vont se rencontrer, des amitiés vont se former, des rivalités vont se créer, mais surtout, les gens vont jouer, et s'apprendre à jouer. Parce que c'est ça l'essence même des tournois Smash, jouer pour progresser. C'est vrai aujourd'hui, et c'était encore plus vrai à l'époque, quand internet n'était pas aussi développé et qu'on ne trouvait pas de tuto de 45 minutes détaillés sur chaque perso. Le seul moyen de savoir comment jouer Fox, c'était de demander au meilleur Fox d'en face comment il joue. En l'espace d'un week-end, c'est toute une communauté qui venait de se créer, toute une culture qui avait vu le jour. Tout ça alors que les acteurs les plus célèbres de cette scène mêlée n'ont même pas pointé le bout de leur nez. Qui a gagné ce tournoi ? Un certain J.R. Castillo, un joueur dont je n'ai retrouvé aucune trace ni aucune information, un véritable fantôme. Il semblerait d'ailleurs que ce premier tournoi n'ait pas été un véritable succès en termes de compétition. La moitié des joueurs sont arrivés en retard, certains ont même eu un accident sur la route en revenant. Rien de grave, je vous rassure, tout le monde s'en est sorti et les joueurs sont correctement arrivés au tournoi. Mais cette anecdote, c'est le seul trivia qui existe sur ce tournoi. L'organisation était aux fraises et les gens qui dormaient sur le sol ou dans le jardin de Matt n'aidaient pas forcément. On s'accordait pas non plus encore très bien sur toutes les règles. Par contre, tout le monde en est sorti avec un excellent souvenir et on a pu prendre la température du niveau national du jeu. Ok, on a la scène, c'est parfait, maintenant il ne manque plus que les acteurs. Et le premier à se révéler au grand jour, c'est Aizen. C'est le joueur qui éclate absolument tout le monde. Dans un jeu où les joueurs se concentrent tous sur un seul et unique personnage pour pouvoir le maîtriser à la perfection, Aizen, lui, est bon avec tous les personnages du cast. Si bien que ça lui arrive fréquemment d'utiliser le même personnage que son adversaire, simplement pour montrer qu'il est meilleur en tout point.
Up throw, a nice juggle here. Wow. Still going. And Still going. and combo. Still going. Combo. Still going. He's There's one more stop. one apiece here. Oh, he's got him up. He's got him up. Oh! Right here. Karate Kid though? Yo, toothless. Yo! Looking. Baby, that even you gotta respect the teacher, I'm telling you. I would say. Massive. How giving him a Governor is giving him a 3-star from Steve Hansen. Yo, Scott, Scott, the key to being the best in MPBA is playing League of Legends 24/7 for the past 3 years, and that's how you become the best. Bro, I'm gonna need a new prescription That's what after that. everybody. Can we switch glasses? Même si son adversaire était meilleur techniquement, Aizen, lui, arrivait à voir le jeu comme personne. Il arrivait à lire son adversaire à la perfection, à tel point que ça lui importait peu d'être moins bon techniquement. Il avait simplement besoin de repérer les erreurs de ses adversaires et de les punir. C'était le boss incontesté de la côte Est. Complètement de l'autre côté du pays, la future légende, Ken. Tell me how bad. Apparently back. Oh no. Is he going in? Yes, he is. He is knocking it down here. That was really sick play ball. Ma'am? Oh, I guess if you had a Shari back there, it would have worked. Right. Or if he'd gone a little lower before in the back there. So when he came up, like, because Ken was like right below him. Ken's combo game got a little sick. I mean, so Santi makes the point that like there's definitely a lot. No! Oh my god! Ken is the best player in the world. Ken's the best player in the world. Oh yeah. Il est bon. Il est très bon. Et il est conscient qu'il est bon. Et il va pas se priver pour le crier sur tous les toits et tous les forums Smash. Ce qui va pas forcément aider à son intégration dans la communauté. Surtout que, il mentait pas. Parce que la classique, c'est quelqu'un qui dit qu'il est le meilleur, il arrive en tournoi, il se fait éclater, ça lui fout la rage. Mais la rage de vaincre et de s'entraîner, de progresser. Et puis il intègre la communauté. Pour Ken, c'était différent. Il disait qu'il était le plus fort, et personne n'arrivait à le battre. Chose qui a énervé pas mal de monde. Et même s'il bat les meilleurs joueurs du pays, il n'est pas reconnu comme le meilleur joueur du monde tant qu'il ne gagne pas de tournoi majeur. Et ce tournoi, ce sera le Tournament Go 5. Et pour être à la hauteur des attentes du public, Ken est parti chercher un joueur de Smash 64 pour le ramener sur Melee. Un joueur répondant au pseudo de Isaiah. Isaiah sera le compagnon d'entraînement de Ken, son partenaire dans les matchs doubles, et son plus grand soutien dans une scène qui sera pas toujours tendre avec lui. Et pendant les premières années de la scène compétitive, ces trois-là allaient se retrouver sur tous les podiums. Et j'ai peut-être l'air de vous les vendre comme trois rivaux égaux qui doivent se surpasser à chaque match pour que l'un puisse prendre l'ascendant sur les deux autres, mais en fait pas du tout. Ça, c'est les tournois de l'année 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007. Ça, c'est les résultats de Ken, les mêmes années, en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007. En gros, les trois étaient au-dessus du lot, et Ken était au-dessus des deux autres. À tel point que ça en devenait absurde. Vraiment, personne n'arrivait à le battre. La première rencontre fatidique entre Ken et Aizen devait avoir lieu au Tournament Go 5. C'était censé être le choc des titans entre le meilleur joueur de la côte Est et celui de la côte Ouest. Et Aizen n'arrive même pas à s'hisser en grande finale, perdant contre Recifirus et Isaiah. Le podium était composé à 100% de joueurs de la côte Ouest. Et du côté de la côte Est, ça a râlé. Parce que bien que leur champion avait perdu, les règles du tournoi étaient loin de convaincre tout le monde. Pour une chose qui aujourd'hui semble irréaliste, les objets. Sur la côte ouest, ça jouait avec les objets. Mais sur la côte ouest, non. Beaucoup de joueurs de la côte est pensent que les joueurs de la côte ouest n'auraient pas gagné si on avait joué avec leur rule set. Le rule set qui est considéré comme normal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Logiquement, Ken et Isaiah sont partis sur le territoire adverse. Ils ont fait un tournoi en double et ils ont roulé sur tout le monde. Avec une violence et une aisance incroyables. Et puis le tournoi en single s'arrive. Et Ken perd contre Chillin' Dude. Et Isaiah contre Aizen. Ça y est, non. C'était free win. Dès qu'on leur enlève les objets, ils sont perdus. Pas vrai ? Pas vrai ? Ken revient des enfers avec une loser run mémorable et prend le tournoi, sans aucune forme de résistance. Alors, pour les néophytes des tournois Smash, une loser run, c'est quoi ?
Les tournois sur Smash et sur les jeux de combat en général se jouent en double élimination. Tout le monde commence le tournoi dans l'arbre winner. Si tu gagnes, tu progresses dans l'arbre jusqu'à arriver en finale winner. Si tu perds par contre, t'as encore une chance. Tu te retrouves dans l'arbre loser. Si tu perds, t'es éliminé du tournoi, mais si tu gagnes tous tes matchs, tu te retrouves en finale loser. Et le vainqueur de la finale winner et loser s'affrontent en grande finale et le vainqueur est déclaré grand gagnant du tournoi. Et une loser run, c'est le fait de perdre en winner, de se retrouver en loser et d'éclater absolument tout le monde jusqu'à remporter le tournoi dans le cas de Ken. À partir de là, déjà le rule s'est allé changer et être le même partout aux États-Unis. Donc plus d'objets et surtout Ken allait devenir inarrêtable. La seule tâche sur son CV c'était au TG6 où il finira à 9ème. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce TG6 à part le fait que Ken ait terminé 9ème? Et ben c'était l'arrivée d'une nouvelle nation sur le territoire américain. C'est l'arrivée des Japonais. Depuis les débuts du jeu, on a des échos de joueurs techniques, de joueurs impressionnants, d'une toute autre manière de jouer à Smash. Mais plus que mieux jouer, ils connaissent mieux le jeu. Et rien ne l'illustre mieux que ce passage dans le Smash Documentary. I just couldn't kill him. I just didn't understand why I couldn't kill him. Like every single time I'd smash him at like 100%, he'd live. And that was actually the first time I actually learned about DI. DI, or directional influence, is the ability of the player to influence their trajectory if hit by an opponent. If mastered, this simple skill can keep you alive, where other players would easily perish. Ce tournoi a changé beaucoup de choses. Déjà, ils ont appris aux Américains qu'ils n'étaient pas les seuls à jouer à Smash, mais aussi qu'ils étaient loin d'avoir découvert tout ce que le jeu avait à offrir. Et là, on arrive à un stade où des joueurs sont prêts à se déplacer, à traverser tout un océan pour le simple fait de jouer à Smash. On en arrive donc à un stade où les petits tournois ça va 5 minutes, mais il est temps pour la scène de grandir, d'évoluer si je puis me permettre. Les joueurs voulaient évidemment que la scène grandisse, et ce tournoi en était et la preuve et l'argument principal. La première fois qu'un joueur international débarque sur la scène américaine, il apprend à toute une communauté de joueurs une notion aussi fondamentale que la DI. Imaginez seulement ce que ça pourrait donner si des gens investissaient dans cette scène. Et apparemment, certaines personnes, extérieures à celle-ci, l'observaient de près. MLG débarquait sur Smash Bros Melee. This guy talks a lot. It's gonna be 5-0. And a 5-0! Bobby. Disrespect. Bobby. Un circuit MLG qui sera dominé pendant sa première année par Ken en singles et par lui et Isaiah en double. Une domination telle que Ken en perd presque sa motivation de continuer à jouer. Personne n'arrive à le battre, et en plus de ça, personne n'aime le voir gagner. À quoi bon continuer dans ce cas? Mais ça n'allait pas durer, car ce circuit allait faire entrer Smash dans une nouvelle ère. Une ère plus pro, une ère plus e-sport. En bref, tout ce dont Smash avait besoin, et tout ce dont la communauté avait toujours rêvé. Ce circuit permettait de jouer les matchs importants sur une scène dédiée, avec un écran géant, pour que le public en profite dans les meilleures conditions. Il y avait un stream, des caméras, des micros, et surtout, il y avait du commentary. Encore une chose qui semble aujourd'hui indissociable de la scène, mais qui n'en a pas toujours fait partie. Tout ça fait entrer la communauté Smash dans une nouvelle dimension. Avant, c'était uniquement pour les joueurs. Mais avec ce circuit, c'est devenu un véritable spectacle, que l'on peut apprécier sans forcément jouer au jeu. Et c'est le moment de parler de l'un des avantages de Smash, et des jeux de combat de manière générale, par rapport aux autres jeux. La lisibilité. Et je vais juste vous montrer quelques images et vous comprendrez tout de suite. Baker's behind me. I know, right? I'm like, even though I only have a man on the floor, I think he's in the bed. Oh, Baker may be in trouble here. Deathmark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves. Baker, what was that? Sammy's at a fine backbone here. Proper trying into the backline to get to the land at the very least. Oh, you're kidding. Alley-oop, he says it. Oh, le chope. Il y a de la rage. Regarde le chien. Up there ici. Oui. La prochaine interaction. Allez. C'est le major remporté. Allez, Gluto. Oui. L'avantage de Smash, c'est qu'en un coup d'œil, même étranger à la série, on est capable de comprendre qui gagne et qui perd. Ou quand quelque chose d'impressionnant et historique est en train de se dérouler sous nos yeux.
c'est pas forcément le cas de tous les jeux. Ça, MLG l'a bien compris en misant sur la scène mêlée. Et ils ont eu raison, car les salles se remplissaient petit à petit et on voyait de plus en plus de personnes qui ne participaient pas au tournoi venir simplement pour assister aux phases finales, où le spectacle est assuré. Melee, déjà fort de son image de jeu technique et exigeant, devenait également un jeu pour les spectateurs, qu'on pouvait apprécier simplement en le regardant, et sans connaître tout le jargon technique, ni forcément comprendre comment fonctionne chaque micro-interaction. Et ce circuit MLG a également relancé l'engouement pour une scène qui commençait à devenir répétitive. De plus en plus de joueurs voulaient se retrouver à jouer sur le grand écran. Le jeu commençait à en valoir la chandelle, et le niveau des joueurs allait augmenter de manière significative, si bien que la domination de Ken n'était plus si certaine. De nouveaux joueurs, de jeunes joueurs débarquent pour montrer qu'eux aussi ils en veulent, et pour prouver qu'il n'y avait pas besoin d'être là il y a 4 ans pour performer aujourd'hui. Avec une scène qui grandit de plus en plus et qui devient de plus en plus sérieuse, de plus en plus de joueurs sont logiquement intéressés par cette dernière. Des joueurs qui, sans une visibilité pareille offerte par le circuit MLG, seraient probablement restés jouer entre amis ou simplement dans des tournois locaux. Des joueurs qui, en même temps que la scène, ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Il n'a pas fallu longtemps avant que des légendes que l'on croyait imbattables comme Ken ou Aizen se retrouvent dépassées par la soudaine prise de niveau des nouveaux arrivants. Mais soudainement, alors que tout semblait aller pour le mieux et que la scène compétitive de Melee avait encore de belles années devant elle, MLG décide de laisser tomber Smash Bros. Et c'est une communauté entière qui en tombe des nues. Qu'est-ce qui peut bien pousser MLG à fermer un circuit si jeune et avec tellement de potentiel ? Et depuis ses débuts, un ennemi de la scène, caché dans l'ombre, observe attentivement son développement, attendant simplement l'occasion de bondir et lui arracher les ailes. Cet ennemi, c'est Nintendo. Et il semblerait que depuis quelque temps déjà, ils soient en train de batailler face à MLG pour interdire la diffusion des tournois. Nintendo est très strict avec sa propriété intellectuelle. Et tant que les tournois se faisaient en amateur dans des garages sans aucune visibilité, ça allait. Mais en fin 2006, l'annonce du prochain jeu de la série ne va pas tarder. Et il faut absolument pas que Melee soit sous le feu des projecteurs lorsque ça arrive. Mais pourquoi ? Logiquement, si de plus en plus de gens s'intéressent à Melee, ils le seront encore plus par Brawl, non ? Eh bien non. Car Super Smash Bros a toujours été un party game, qui vise les familles possédant une Wii, pas les compétiteurs. Et on aura l'occasion d'en reparler par la suite, mais l'image que donne la scène compétitive à Smash Bros est à l'opposé de celle que veut donner Nintendo à sa licence. Et ça colle pas. Et si ça colle pas, la firme japonaise est prête à faire tout ce qu'elle peut pour changer ça. Et avec tous les problèmes de droits d'auteur auxquels faisait face MLG, il devenait très dur pour eux de simplement rentrer dans leurs frais avec l'organisation des tournois Melee. Un coup dur pour la communauté qui réussira à se relever. Mais avec un constat amer. Les tournois n'avaient plus la même saveur. Une fois qu'on s'habitue au feu des projecteurs, aux grandes scènes, aux commentaries, aux caméras, c'est très difficile de revenir en arrière. Mais ils n'avaient pas d'autre choix. Et ils ont réussi à survivre, jusqu'à ce que l'un des tournois les plus prestigieux prenne le relais de MLG. L'Evo, véritable coupe du monde des jeux de combat, intègre officiellement Melee à son catalogue. Une scène encore plus grande et encore plus prestigieuse s'offrait alors aux joueurs de Melee. De nouvelles légendes allaient pouvoir s'écrire. Et ça n'allait pas durer. Car en 2008, la plus grande menace à la scène de Melee entre en jeu. Super Smash Bros Brawl. Alors, en théorie, lorsque le nouvel opus d'un jeu sort, c'est une bonne nouvelle. Et lors de l'annonce, c'était le cas. Tout le monde était hypé. On découvrait les nouveaux personnages, les nouveaux stages, le nouveau mode histoire. Bref, que de bonnes nouvelles. Puis le jeu sort, les joueurs ont pu mettre les mains dessus, et c'était la douche froide. Le jeu n'avait rien à voir avec son prédécesseur. C'était même l'inverse niveau expérience. Le jeu était lent, beaucoup plus lent que Melee. Les combos sont presque impossibles à réaliser, vu qu'on peut désormais réagir très vite après avoir subi des dégâts. De nouvelles mécaniques comme le fait d'avoir une faible probabilité de tomber si on se met à sprinter n'encouragent absolument pas la prise de risque et le rushdown. En bref, ce jeu, c'est un énorme doigt adressé à la communauté. C'est Nintendo qui disait à toute la communauté compétitive « Vous nous avez bien cassé les couilles avec vos compétitions. Maintenant, on va voir si vous pouvez faire la même avec ce jeu. » Face à ce nouveau jeu, la logique voudrait que Melee meure, pour laisser sa place au nouveau. La communauté se retrouve alors divisée en deux. Ceux qui, malgré le fait que le jeu n'ait rien à voir avec Melee,
Et bien que la compétition lui semble impossible, veulent quand même lui donner sa chance, car l'ancien opus est voué à disparaître, et les obstinés, qui pensent que Melee peut survivre à l'arrivée d'un nouvel opus, étant donné les différences majeures entre les deux jeux. Malheureusement pour eux, les Evo est de l'avis du premier groupe, et laissant tomber Melee pour Brawl, et de moins en moins de tournois importants sont organisés. Mais surtout, de moins en moins de joueurs semblent être intéressés par un vieux jeu sorti il y a maintenant 7 ans. Il semblerait que ce soit bel et bien terminé. Mais il est hors de question que le jeu disparaisse petit à petit. S'il doit s'en aller, ce sera par la grande porte. Il est temps de marquer les esprits une dernière fois, pour qu'on se souvienne de Melee comme le grand jeu qu'il était, le grand jeu technique et spectaculaire qu'il a été, et pas comme un jeu niche qui est tombé dans l'oubli. Le tournoi Revival of Melee est alors lancé. Un tournoi où les meilleurs joueurs du pays sont invités. Tous répondent à l'appel. Le spectacle y est donc assuré. Et si depuis le début de cette vidéo je ne vous ai parlé que de peu de joueurs et presque d'aucun match, c'est parce que mon but est seulement de vous introduire à la scène, de vous montrer ses débuts sans forcément raconter l'histoire de ses acteurs. Parce que déjà, la vidéo elle durait 12 heures, et aussi parce qu'il y a des personnes qui le font largement mieux que moi. Mais là, il faut qu'on parle d'un match. Il faut qu'on parle du match 4 de la finale loser. Car si on doit parler d'un seul match dans toute l'histoire de Melee, c'est clairement celui-là. C'est le match de Melee qui comptabilise le plus de vues sur YouTube, et celui qui a tout changé. D'un côté, Mewtwo King, l'un des dieux du jeu, l'un des 5 joueurs destinés à dominer la scène lors des années à venir. Le robot qu'on l'appelle, du fait de son style de jeu mécanique, recherchant à chaque interaction la punition optimale. De l'autre, DashiesWiz, un jeune joueur prometteur qui prend rapidement du niveau, mais sur le papier, il part largement perdant. Mais c'est ce qui se passe. Dans ce best of 5, il est en train de perdre de 1. Puis se lance le match 4, et DashiesWiz est inarrêtable. Et il réussit à obtenir un avantage de 2 vies sur son adversaire. 3 vies à 1 donc. Et dans un jeu où les stocks partent aussi vite que sur Melee, ça signifie souvent la fin de la partie. Mais en face, c'est Mewtwo King. Wait, whoever the fuck said that set in Florida was the best match ever, you were sadly mistaken. This isn't even grand final, son. This is losers final. We're not dying. And Mewtwo King is warmed up. I don't want to hear no Johns. Damn, I don't even want to commentary. I'm watching. You watching? All right, fine. Haas is watching. I'm gonna scream into the mic like I've been doing. Shit. Oh no. L'un des comebacks les plus épiques de l'histoire du jeu vient d'avoir lieu. La foule est en effervescence. On crie, on balance les chaises, mais surtout la hype, la putain de hype revient. Pourquoi on se fait chier sur Brawl? Cette scène allait survivre avec ou sans Nintendo. Ça n'a pas toujours été facile évidemment. Si Nintendo ne voulait pas de scène compétitive de Melee à l'époque de Melee, elle allait encore moins kiffer cette scène à l'époque de Brawl. Plusieurs tentatives d'annulation de tournoi. Le plus impressionnant reste encore l'Evo 2013. Une course au dos au profit de la recherche sur le cancer du sein est organisée. La communauté réunissant le plus d'argent voit son jeu intégré à la compétition. Et après presque 100 000 $ de récoltés par la communauté de Melee et une victoire en grande pompe, Nintendo tente d'annuler l'événement. Mais la réaction des fans se fait entendre si fort que de l'autre côté de l'océan Pacifique, la maison mère de la firme n'a d'autre choix que de revenir en arrière. Des coups de pute comme ça, va y en avoir. Il va y en avoir beaucoup. Mais Melee s'en relèvera toujours. Et à vouloir tuer une communauté, Nintendo n'a fait que la rendre plus forte et plus durable. À tel point qu'aujourd'hui encore, la communauté est encore très active. Des tournois sont organisés presque aussi souvent qu'avant, et la plupart des gros tournois d'Ultimate incluent très souvent des tournois sur Melee. De belles années pavées de hype, de légendes, de clutch et d'émerveillement attendaient une communauté qui jamais ne cessa de se battre pour qu'on la laisse simplement jouer à Smash. C'est pas si compliqué, bordel. Puis sort Smash 4, qui était quand même beaucoup plus rapide que Brawl, et beaucoup plus viable pour une scène compétitive.
On sent que Nintendo a tenté de revenir un peu en arrière sur la manière qu'ils avaient de voir l'e-sport en général. Ils ont beau tenter de la tuer, en faisant le jeu le moins viable compétitivement parlant, une scène s'est quand même développée. Et la scène de Melee y a survécu. Et un mode du nom de Project M est venu créer un pont entre Melee et Brawl. Mode de Brawl étant simplement une version boostée aux hormones du jeu de base, le rendant plus rapide et nerveux, et supprimant par exemple la mécanique du chute. Lorsque Smash 4 sort, c'est une bonne surprise de la part de la plupart des joueurs qui avaient peur de se retrouver avec un Brawl 2.0. Même si une grande partie de la communauté de Melee continue de bouder Nintendo après Brawl, et quelques autres coups de pute, on les comprend, une partie s'y essaye quand même, et trouve le jeu plutôt agréable, même si évidemment il reste beaucoup plus long que Brawl. Et en 2014, c'est plus la même qu'à l'époque. L'e-sport commence à se développer très sérieusement, des joueurs arrivent à en vivre, et des équipes arrivent à générer assez de revenus pour continuer à tourner. Équipe, pour certaines déjà présentes sur Melee, qui laisse sa chance à Smash 4. Les tournois sont organisés, toujours de plus en plus gros, et de plus en plus de monde s'y intéresse. Avec l'arrivée de Twitch, il est devenu encore plus facile de regarder du Smash Bros et de suivre la scène. Le plus grand problème étant devenu le décalage horaire avec la côte ouest, où les top 8 des majors finissent généralement aux alentours de 7h du matin chez nous. Melee a posé les bases de comment on allait jouer à Smash, et Smash 4 a fait découvrir ce monde compétitif, qui pouvait paraître niche, à un plus large public, par le biais d'équipes e-sport déjà établies qui laissaient sa chance au jeu, et différents tournois qui prenaient de plus en plus d'ampleur et de visibilité. Et aujourd'hui, sur Smash Ultimate, on semble enfin tenir la formule parfaite, ultime si j'ose dire, qui rallie enfin toutes les générations. Ou du moins, presque toutes les générations. Parce que bah ouais, après 20 ans, ils vont pas s'arrêter de jouer à Melee. Il y a de nouveaux joueurs à chaque tournoi, et il semblerait qu'une nouvelle ère, avec ses nouveaux prodiges, semble pointer le bout de son nez. À croire qu'à vouloir à tout prix la tuer, Nintendo a fini par rendre cette communauté immortelle. Cependant, quand on regarde les actus Smash dernièrement, on a l'impression que c'est la fin. Le Smash World Tour annulé juste avant les phases finales, tout le bordel avec la Panda Cup, BTS qui fait faillite et des équipes qui lâchent leurs joueurs. Ça fait beaucoup là, non? C'est pas génial. Pas génial, mais c'est pas nouveau. Et il y a un truc que nous a appris cette communauté, c'est que pour survivre, elle a besoin que d'une télé, une console et 2 manettes. Sponsor ou pas, le seul truc nécessaire c'est l'envie, tu vois, Smash. Et ça, ils nous ont prouvé à maintes et maintes reprises que ça ne leur manquait pas. Si vous voulez mon avis, je pense qu'on va très probablement assister à une grosse restructuration de la scène, avec de tout nouveaux acteurs. Car la scène ne peut tout simplement pas disparaître, avec une demande aussi élevée. Une restructuration sous le signe de l'influence. Quand le Smash World Tour a lâché sans prévenir ses phases finales, c'est Ludwig qui a sauvé les meubles avec son Scuffed World Tour. Pendant le confinement, c'est en partie un Box qui a pu permettre à la communauté compétitive de survivre avec des tournois en ligne. Tournois qui devraient prochainement arriver en Europe d'ailleurs. Quand les États-Unis moquent l'Europe pour leur manque de sérieux et de tournois importants, c'est Étoile qui débarque avec l'un des invitationals les plus hype qu'on avait jamais vu sur le sol européen, et dans un cadre des plus épiques. De nouveaux acteurs de la scène sont déjà en train d'émerger, de nouveaux acteurs qui peuvent compter sur une communauté passionnée pour les suivre dans leurs projets les plus ambitieux. C'est en grande partie grâce aux différents créateurs de contenu que la communauté grandit. Quoi de plus normal alors que de se tourner vers eux quand la scène vit ses heures les plus sombres. Car c'est lorsqu'on en a le plus besoin qu'ils ont su faire monter la hype. La hype, tiens, parlons-en. En ce moment, elle est au plus haut. Et surtout en France. Et comme s'il fallait un dernier exemple pour vous convaincre, on a eu dernièrement les eBay Games, série de tournois organisés par eBay, tout simplement les plus gros tournois en ligne jamais vus en Europe, avec des top players de tout le continent, et tous les streamers et joueurs en train de streamer leur run. C'était de sacrés moments de hype quand même. Et pour constater cette hype et cet engouement même chez le public, il suffisait juste de voir le nombre de viewers sur le stream d'Étoile pendant le Summit, et la tête des Américains quand ils passaient devant le stream. Parce que depuis le début de cette vidéo, je parle quasiment que des US et un peu du Japon aussi, mais l'Europe dans tout ça. Et l'Europe à l'époque de Melee et de Brawl, voire Smash 4, ça n'existait pas. Et c'est pas faute d'avoir eu le meilleur joueur du monde de Melee qui venait de Suède. Pour les Américains, l'Europe ça a toujours été une zone secondaire, avec certes 1 ou 2 bons joueurs, mais à un niveau général très faible. Trop faible pour qu'elle soit considérée comme une région forte et pour que les Américains se déplacent d'eux-mêmes jusqu'en Europe. Et cette mise à l'écart, ça a renforcé les différentes communautés européennes. Ça les a rapprochées, soudées même. Smash, c'est je crois l'un des seuls jeux où les Espagnols et les Français s'entendent aussi bien. La toxicité entre les deux nations qui peut exister ailleurs n'est absolument pas présente sur ce jeu.
Et ça m'a vachement intrigué. Comment c'est possible que, contrairement à presque toutes les autres disciplines, les deux communautés qu'ailleurs tout oppose puissent si bien s'entendre. Avec un rival aussi gros que les États-Unis, en termes de player base et de qualité de tournoi, il est normal que pour espérer pouvoir rivaliser avec eux, toutes les communautés européennes doivent s'unir. C'est une partie de la réponse. Mais pour pouvoir avoir une réponse plus complète, je suis parti demander au meilleur représentant de cette communauté, le meilleur joueur espagnol, Siski. Básicamente lo que hay que tener en cuenta es que hace tiempo, antes de la pandemia por ejemplo, no había relación entre Francia y España y no fue desde que empecé a viajar, sobre todo yo y Andrés, más yo porque he tenido más resultados, pues ellos empezaron a fijarse en nosotros y empezaron a invitarme también a más torneos desde que tenía más resultados y tal. Entonces sí que nos hemos unido muchísimo porque yo me llevo muy bien con sus top players y tal, y han hecho memes también. Hubo una cosa que les hizo mucha gracia a toda la comunidad francesa, que es que en el ranking mundial me pusieron la bandera francesa por error. Entonces ya se hizo un meme que cambiaron mi nombre también por error, que le llamaron Sisoui, que suena francés. Y ahí salieron muchos memes y tal. Entonces todo eso fue como que unió, sobre todo me unió a mí, y yo que represento a la comunidad de España ahora mismo actualmente, pues me unió a mí con la comunidad francesa, con los tops sobre todo, y también, bueno, con toda la comunidad en general. Entonces, cuando voy ahí sí que me siento muy querido y me tratan súper bien. Y bueno, eso es algo bueno porque al final todo el mundo, pues, estamos aquí para jugar al Smash y para pasarlo bien al final. Entonces, está bien que todos nos llevamos bien con todos. También ven que Andrés es muy bueno, ven que estamos subiendo de nivel. Entonces, ya que yo viajo también tanto ahí, porque ahí, pues, son los reyes de... Son el país más tocho en cuanto a esports, te podría decir del mundo incluso, ¿eh? O sea, sí que está Estados Unidos, pero Francia está ahí. Entonces, teniendo los mejores torneos, yo viajo un montón. Y luego en el último Major que hicimos también viajaron varios aquí para compensar porque saben que ya tenemos más nivel. Entonces estamos al lado y a nosotros nos interesa mucho viajar ahí porque tienen el monopolio y al final ellos también quieren mejorar sobre todo, así que se llevan mucho conmigo, con Andrés y con los tops en general, con Tropet. Tropet también está teniendo muy buenos resultados fuera. Entonces, sin más, a todos nos gusta el Smash y queremos pasarlo bien y está muy bien que haya una comunidad tan unida ahora. Vale. Y también te quería preguntar, bueno, lo has contestado un poco, pero viendo los últimos dos eventos franceses como el Odyssey o el UF, que básicamente da la sensación de que Francia se está volviendo como una de las regiones mayores de Smash en el mundo, que atrae hasta jugadores de Japón o de Estados Unidos. La pregunta sería, para ti, ¿qué faltaría a España para que siga en ese camino? A ver, tienes que pensar que los esports en Francia no pueden competir los de España por un tema de leyes, sobre todo. En plan, ellos pueden justificar que van a hacer un torneo diciendo como que están educando, creo que de forma educativa o de forma como si fueran deportes, y el gobierno les ayuda con locales e incluso les pagan para que lo hagan. Como por ejemplo en el Odyssey, que dijiste que ese fue el torneo más con mejor producción del mundo, te voy a decir, del mundo entero. Ese torneo, por ejemplo, les salió la Venue gratis. Fue la mejor Venue del mundo y les salió gratis. Eso aquí en España pues no puede pasar. Al menos no en un lugar como París, ¿sabes? O sea, si buscamos un pueblo muy alejado de la mano de Dios, a lo mejor sí que pues el gobierno sí que nos ayuda y tal. Pero por lo general no suele pasar. Entonces, en ese aspecto ellos pues son como inalcanzables, pero en cuanto a comunidad sí que estamos creciendo mucho. Obviamente pues ellos llevan muchísimo más tiempo que nosotros haciendo streaming, haciendo contenido, siendo top players, porque obviamente tener a un jugador como Gluttony de talla mundial pues ayuda muchísimo. Entonces, poquito a poquito se va remando, pero sí que nos vamos acercando y sobre todo nos vamos uniendo a ellos, porque al final también, ahora mismo nosotros tenemos a una organización que se llama Mystic Squad, y ellos se llevan muy bien con el mayor organizador de Francia, que es NTK. Entonces, también estamos uniendo lazos en cuanto a creación de contenido, en cuanto a top players, en todo, entonces nos vamos acercando a ellos. Pero actualmente, en cuanto a player base, pues el país más tocho es Japón, y después de Japón yo te diría que viene Francia, ¿eh? O sea, yo me atrevería a decir que en ciertos aspectos supera a Estados Unidos, o sea, es muy bestia. Entonces, eso, estamos en ello, pero muy difícil ahora mismo de alcanzar, y por no decir imposible.
Muchas gracias. De nada. Même si les US ont eu, pendant un temps, une longueur d'avance en termes d'organisation de tournois et de création de contenu sur Smash, l'Europe commence à rattraper petit à petit son retard, et de nouvelles capitales de l'e-sport sont en train d'émerger. La hype pour ce jeu et ces tournois ne cesse d'augmenter grâce à des têtes aujourd'hui très connues comme TPK, Foster, Brunol pour ne citer que. Et surtout Étoile qui a littéralement fait découvrir l'e-sport Smash à une grande partie de la communauté française de Twitch. Et le con, il est même allé jusqu'à organiser un invitationnel avec certains des meilleurs joueurs du monde. Tout ça pour dire que les fans de la scène, on mange très bien en ce moment. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Avec l'arrivée plus ou moins récente de Kurama à la K-Corp, j'ai commencé à écrire cette vidéo il y a longtemps, ça va. C'est encore une nouvelle communauté de fans dévoués qui vont découvrir ce jeu qui nous fait tant vibrer et nous fait passer par tant d'émotions. À la base, cette vidéo était censée montrer l'évolution d'une scène, d'une communauté, des garages jusqu'aux écrans géants de Las Vegas. Montrer que cette communauté n'a jamais rien lâché pour pouvoir simplement partager sa passion avec le reste du monde. Montrer aussi que la France a une communauté en or, et qu'elle va pas tarder à s'imposer comme une région majeure sur Smash. Mais cette vidéo, c'est surtout un merci. Un grand merci à tous les joueurs, Théo, commentateurs, créateurs de contenu, qui font vivre et font grandir cette communauté. Et moi, je vois un monde. Un monde où j'ai pas besoin de rester éveillé jusqu'à 5h du matin pour voir une grande finale Twig Keleo. Un monde où j'ai pas besoin de me demander si pour le prochain tournoi, le restream français, s'il est présent, sera de bonne qualité. Un monde où j'aurais pas besoin de dépenser 2 SMIC pour pouvoir assister au plus grand tournoi. Un monde où ça serait aux Américains de découvrir ce que ça fait de jouer avec un jetlag de 18 heures. Un monde où la France serait la prochaine grande nation de Smash. Mais enfin, on a le droit de rêver, non? Hop, attends un peu avant de quitter la vidéo, j'ai encore 2-3 trucs à te dire. Déjà, merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que 40 minutes, putain, c'est long. C'était super long à faire. Mais bon, j'ai mis un peu tout ce que j'avais dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est pas du Dark Souls, c'est pas des Souls-like, c'est pas du Sekiro, c'est du Smash. C'est pas du lore. C'est quelque chose de nouveau que j'avais envie de tester. Et voilà, j'ai mis un peu de temps avant de trouver un nouveau sujet que je voulais traiter. Parce que mine de rien, j'avais fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire sur le Souls-like. Et je voulais aussi me mettre à faire de nouvelles choses. Donc voilà. J'ai commencé à taffer sur cette vidéo il y a un moment. Il y a 8 mois je crois. Et je savais pas quoi en faire. La forme que j'allais lui donner au fur et à mesure c'est sorti comme ça. Bref, je vais pas vous faire chier plus que ça avec la vidéo. Merci beaucoup. Et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça m'aide vraiment pour m'améliorer et pour les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Parce que voilà. Je vais arrêter de me mettre des contraintes de temps parce que premièrement je les respecte pas et deuxièmement ça ne fait que me stresser plus. Donc voilà, ce qui va se passer c'est que je vais continuer à faire des vidéos évidemment, je compte pas m'arrêter. Seulement si entre 2 sorties de vidéos je vous manque, j'ai la solution. Il y a quelques mois j'ai ouvert une chaîne Twitch. Le lien sera évidemment dans la description. Donc si jamais vous voulez voir ma gueule entre 2 sorties de vidéos, je serai là-bas, en train de streamer des jeux indés, des Souls. Tiens d'ailleurs, le week-end suivant la sortie de cette vidéo, on commence un let's play sur Bloodborne. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé des vidéos sur Bloodborne, donc on va commencer par faire le jeu. Avant d'en parler évidemment, donc voilà. Le dimanche, c'est quoi? Dimanche 16? Ouais, dimanche 16 juillet, sur Twitch, sur ma chaîne. On fera du Bloodborne. Et d'autres trucs, je vais pas me restreindre à une catégorie. Déjà sur YouTube j'ai du mal à leur imaginer sur Twitch. Là-bas j'essaye de streamer plutôt régulièrement, même si ça fait 2 mois que j'ai pas fait de stream à cause de cette vidéo qui mettait trop de temps à sortir. Enfin 1 mois, pas 2, mais voilà. Donc bon, à peu près tout ce que j'avais à dire, donc like, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez me soutenir, venez me retrouver sur Twitch. Merci encore et je vous dis à très bientôt sur YouTube ou ailleurs. Ciao.